C'est autour des années 30 que la production de Hollywood a commencé à se situer comme une des préférées du public, des États-Unis surtout, mais aussi européens. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler d'un spectacle de masse. En particulier après la sortie du premier film sonore, le Jazz Singer de 1927. Et l'apparition de la technologie qui permettait l'intégration du son dans les films avait entraîné des grands changements dans l'industrie du cinéma, aussi en Espagne. D'accord. Il faut penser aussi que la concurrence des maisons des États-Unis, qui étaient intéressées dans le grand marché hispanophone, commençait à produire des versions doublées eux-mêmes à l'espagnol de ses propres films, avec des acteurs et même des techniciens espagnols. D'accord. Cette même stratégie avait été adoptée par les studios Pathé, en France notamment, et les premiers studios avec la technologie suffisante pour enregistrer le son, les sons, c'était Orfea, créé en 1932 à Barcelone. Et à la fin des années 33, on a fondé le CEA, la Sociedad Cinematográfica Española Americana, comme vous voyez là, et à Madrid. D'accord. Donc, les secteurs de la production subiront aussi des importants changements avec l'apparition de deux grandes maisons. Vous les voyez là-bas, Filmophono, des tendances plutôt libérales et progressistes, entre guillemets. Et si excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce qu'on est censé voir le diaporama défiler? Oui. Parce que personnellement, c'est la même image depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas pour les autres. Oui, c'est pareil. Je vois juste les années 30, le titre. Bah, c'est marrant parce qu'il me dit que je suis en train de partager l'écran. Bah, en fait, on a votre écran, mais il est figé sur le... Sur la première diapositive. Ok, on va faire stop share. Oh. Et ça, c'est... Encore? Là, c'est bon. Là, on voit la révolution du son. Oui, bah, excusez-moi, bah, je reviens en arrière, comme ça, vite fait, comme ça, vous voyez. Là, du coup, vous n'avez même pas vu le film. Bon. Et je disais que il avait les modèles nord-américains, on voit là dans cette... vous voyez bien les vidéos maintenant, non? On voit pas de vidéo, là. On voit encore la révolution du son. C'est pas possible. Sinon, votre diaporama, il est sur Moodle. On peut aussi... il est sur Moodle comme tous les diaporamas. Je peux essayer de le refaire. Ok, on va voir. Encore. Ok, on est sur les années 30 maintenant? Oui. Oui. Vous voyez maintenant la nouvelle diapo? Pas du tout. Les années 20? Non. Années 30 toujours. Bah alors ça va pas marcher parce qu'il y a des vidéos intégrées qui sont déjà assez, sont un peu longs, 2, 3, même 10 minutes. Donc, ok, on va faire autre chose. Alors que j'ai récupéré le document. 2, 3, même 10 minutes. Ok. Ok. Les années 30, la culture des masses, n'est-ce pas? Oui. Donc, Ah, là, c'est bon. la nouvelle diapo. Là, c'est années 20. Ok, mais le problème, c'est qu'il y a mon son enregistré d'avant. Attendez une minute. J'enlève tout ça. Clear. Clear. Ok.
Ok. Hmm. C'est bon? Vous voyez les années 30 là? Non. Là, on vous voit. Ah non. Bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est encore bon? Les années 20? Oui. Bien. Donc, je disais qu'il y a ces modèles, ces grammaires de cinéma. J'ai passé cette partie assez vite. C'est cette grammaire du langage cinématographique, des plans contre plans qui nous mettait dans une histoire. Vous voyez, c'est pas évident de déchiffrer ça au début au tout début du cinéma, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Mais maintenant, on a intégré ce type de récit. Je vous ai dit qu'il y a réaction de la part des documentaristes comme Flaherty, des documentaristes comme Jean Vigo aussi, ou les Russes. Ziga Vertov, il y a aussi les côtés du expressionnisme allemand avec Cagliari, le constructivisme russe, notamment les films d'Einstein, au moins c'est les plus connus. Et c'est comme j'avais dit autour des années 30, d'accord, que les États-Unis ont devenu l'industrie de Hollywood surtout. D'ailleurs, ils sont partis à Hollywood parce qu'ils pouvaient déjà ils payaient moins d'impôts qu'à New York, où était établie au tout début l'industrie du cinéma, mais aussi où il avait des lois un peu plus souples par rapport à la présence de minorités, des juifs, des afro-américains dans les films. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que l'industrie, elle a pris avec force en Californie, à Hollywood. D'accord? Et donc, du coup, on voit aussi une concurrence grandissante de la part de l'industrie nationale comme l'espagnol avec les grandes puissances comme les États-Unis ou l'Amérique. Néanmoins, les premiers studios, c'est de là, Orfea, à Barcelone, et Cinematográfica Española Americana à Madrid, aussi avec deux grandes maisons de production pendant ces années 30, d'accord. Filmofono, comme je disais, c'était celle qui était plus considérée plus cosmopolite, d'accord. Et ce qui fait ça, qu'on verra qu'il y a une orientation un peu plus conservatrice, mais aussi une orientation et une stratégie assez similaire à celle de les Big Five aux États-Unis, de les grandes maisons de production des États-Unis. Filmofono, c'était une compagnie créée, comme je dis, aux années 30 de la part de Buñuel, d'accord. Et il faut savoir aussi que un des genres préférés par les Espagnols, c'était la comédie, le cinéma musical folklorique, et avec les sainetes, la farfuela. Sainete, farfuela, j'avais dit déjà la semaine dernière, c'était des petits opéras, d'accord, comiques, qui servaient comme source d'inspiration, et à travers la plupart du temps des adaptations littéraires, d'accord, qui compensaient la manque des scénaristes professionnels. Donc, on voit que Filmofono dirige sa production vers la comédie et le mélodrame, dont les œuvres avec le plus de succès, c'est Don Quintín el Amargao, à partir de textes littéraires comme Carlos Nietzsche, la hija de Juan Simón. Et ces films que vous voyez là, les derniers films, ça va comme tremplin à un des plus célèbres acteurs du période républicain, Angelillo, qui travaille encore pour la même maison, ici à Centena Abierta, avec Jean Rémillon au début, mais finit par Buñuel, même si Buñuel n'a pas signé le film, elle est fini par lui, parce que le réalisateur français était malade. Le film, c'est un film exemplaire, d'accord, de la qualité achevée dans ces années 30. Et il y a ce qu'on appelle le style international, plutôt hollywoodien, avec des références critiques aux différences sociales, des références critiques à l'armée, et c'est un mélange de musical, d'accord, un mélange musical qui mélangeait
des genres plutôt espagnols comme la copla avec des genres américains comme les swing. On voit par contre, s'il fait ça, qui établit une politique de célébrité ou de variants en ébauchant des réalisateurs consacrés comme Florian Rey ou Benito Perojo, comme on a parlé déjà la semaine dernière, ou des stars tels que Imperio Argentina, comme vous voyez là, et même des acteurs secondaires comme Miguel Rivero, qui avait beaucoup de succès. Ils font une série de films musicaux et folkloriques qui ont des succès comme La Hermana de San Sulpicio, Nobleza Baturra et surtout Morena Clara, de 1936. On voit dans ce film une romantisation, une mythification du monde gitan, d'accord, du monde gitano, qui est dans la même ligne que les romanceros gitanos de Federico García Lorca. Okay. Et c'est intéressant de voir que c'était interdit pendant la guerre civile, c'était interdit dans la zone républicaine parce que la vedette Imperio Argentina se rallie à Falange, comme il le fait aussi Florian Rey. D'accord. Et c'est, comme je disais, qui est intéressant aussi, c'est que ce même film, Morena Clara, n'était pas trop bien reçu non plus entre les rebelles, parce qu'il montrait de manière romantique ce monde marginal des gitans. Et, néanmoins, il faut faire attention à la qualité des produits.
Huyendo de los civiles, un gitano del Percier, sin cálculo y sin combinado, en donde vino a caer. En un corral de gallina, y qué es lo que allí encontró, pues una pavita fina y a un pavo le hacía el amor. Zarpó la tapia el gitano con muchísimo talento. Y cuando se fue a la cuenta, con un saco estaba dentro. ¡Ole! A los dos los cogió, Digo, con los dos cenajó. Y el gitano a su cosilla de esta manera la mandó. vamos a verlo. Échale guindas al pavo, le guindas al pavo que yo le echaré a la pava. Azúcar, canela y clavo, Toma. que yo le echaré a la pava. Dale. Azúcar, canela y clavo. Ole. Estaba ya el pavo asado, la pava en el asado, y llamaron a la puerta, pero sé lo que pasó. Fijarse, fijarse. Entró un cebi con bigote, ¡Qué bigote! uy, qué miedo, chabón, se echó el fusil a la cara, y de esa manera habló. A ver dónde está ese pavo. A ver dónde está esa pava. Porque tiene mucha guasa que yo no pruebe ni un ala. Con los dos se sentó, con los dos trajeron, y el gitano a la gitana de esta manera la habló. Échale guinda al pavo, le guinda al pavo que yo le echaré a la pava. Azúcar, canela y clavo, Anda. que yo le echaré a la pava. Chiquilla. Azúcar, canela y clavo. Ole, ole, ole. Donc, vous voyez carrément le dialogue avec, les films de Chaplin, par exemple, dans cet rôle de Miguel Rivero. C'est un extrait de film Morena Clara, d'accord? Et on voit aussi un dialogue, pas qu'avec ces traditions de comédie des États-Unis, les frères Chaplin, les frères Marx, excuse-moi, aussi, mais aussi avec cette mythification de l'Espagne, de l'Andalousie, comme quintessence de l'Espagne, que le franquisme utilisera aussi, d'accord? On voit aussi dans les premiers numéros musicaux une des références à ces mondes, ces patios qu'on a vu par exemple la semaine dernière dans le tableau de Sorolla, d'accord, pour la Hispanic Society de New York. Et est intéressant parce que cette séquence, parce qu'il nous montre aussi la qualité de ce type de produits culturels de ces moments. Il y a aussi Benito Perojo, on vient de voir un extrait du film de Florian Rey, mais il y a aussi Benito Perojo qui était déjà connu par les collaborations avec l'industrie française, surtout.
Et il fait beaucoup de films qui sont déjà reconnus avec les studios Orfea de Barcelone, introduisant des techniques narratives qui étaient déjà dominantes en Europe. À Madrid, il fait ses premiers films que vous voyez à gauche, El Negro que tenía Alma Blanca, avec Angelillo, et les chanteurs afro-cubains Magneto Barreto, et Crisis Mondiale. Mais ses œuvres les plus reconnues sont faites avec Cifesa, d'accord? Et aussi, ça les servait à montrer son compromis avec les valeurs des traditions espagnoles face aux accusations d'afrancesado, rappelez-vous de ce que je vous disais par rapport à Goya, et des cosmopolites, on l'appelait ça, cosmopolite. Donc, du coup, il revient à cette thématique du Madrid, plus traditionnel du Madrid, comme la verbena de la Paloma. Et ce qu'on a vu aussi dans cet extrait de Morena Clara, c'est l'importance du marché de la musique, d'accord? Parce que ce marché se nourrit des films, des acteurs. Cielito azul, rayito de sol, florida aurora, pecadora de sol. Noche sin luz, árbol sin flor, pájaro venido lejos del río. Eso soy yo. En la quietud de un remanso, junta al Il faut se rendre compte aussi que ces années-là, avec la parution du son, il apparaît aussi l'enregistrement de musique, quelque chose qui était assez nouveau, et surtout aussi la démocratisation des appareils pour des reproductions de vinyles. On voit ici les films de Carlos Gardel, un des plus, probablement le chanteur de tango le plus connu de l'Argentine, avec Imperio, qui est une vedette espagnole très connue dans les marchés pan-hispanophones. Donc, ce qui est aussi intéressant de ce film, de Melodia de Arrabal, qui à la base, ça veut dire les sons de banlieue, on pourrait dire, et réalisé par un réalisateur français, Louis Garnier, d'accord, en 1932. Il y a aussi ces autres réalisateurs qui sont importants et qui continueront à travailler pendant la dictature de Franco, surtout José Luis Sáez de Heredia, qui fera plusieurs films de propagande, Luis Marquina, Edgar Neville, qui travaille avec Chaplin, par exemple, aux États-Unis, et dont la Señorita de Trevele va inspirer le film qu'on verra plus tard, Calle Mayor, d'accord? Edgar Neville était un intellectuel, écrivain, artiste. On a aussi Eusebio Fernández Dardavín, qui fait des œuvres de goût clérical, plutôt, telles que L'agua al suelo. Quoique il commence aussi les projets de films militants en Stanatacha, dans la maison de Cifesa, militant à gauche, Cifesa pendant la guerre civile. Il faudra aussi nommer la première réalisatrice espagnole, Rosario Pi, d'accord, notamment avec El Gato Montés de 1935. Et donc on arrive en 1936 au coup d'État raté, d'ailleurs, coup d'État raté qui ouvre la guerre civile. Et le contexte européen, c'est la montée des régimes autoritaires et qu'on trouve aussi, on le voit dans cette affiche, la substitution de l'art par la propagande, c'est-à-dire l'encadrement de la production culturelle. Dans le cinéma aussi, il va subir une attention remarquable. L'État autoritaire vise au contrôle et la concentration totale des moyens de communication et à cette monumentalisation qui vient à la mode dans les pays socialistes dans sa première
moment, puis aux fascistes. D'accord? Il y a un texte très intéressant que si vous voulez, je peux le mettre, de Fabrice d'Almeida qui nous parle, qui s'appelle justement Images et propagande, et que vous pouvez trouver aussi à la BU. Donc, la radicalisation des propos politiques qui suit au coup d'État en Espagne introduit la production artistique dans ces nouveaux cadres, d'accord, art de propagande. Oui, et on voit comme on trouve des cinémas purement anarchistes, d'accord. Ces cinémas militants sera pour la plupart du temps à caractère documentaire, impulsé par l'existence des ciné-clubs, d'accord, politisés pendant les années précédentes, ainsi que pour la nécessité de mobilisation de la population. D'accord. Les armées sont équipées avec des caméras pour raconter les conflits, et comme ils font aussi les journalistes étrangers. C'était la CNT, d'accord, qui fera les premières œuvres plus ou moins plutôt improvisées, qui essayent de démontrer le procès révolutionnaire qui est déclenché par la guerre. Et on voit par exemple Armand Guerra, d'accord, s'intègre enthousiaste et après son film de fiction Carne de Fieras en 1936, il est dans le cinéma juste avant le coup d'État, s'embarque après dans la réalisation d'une série de reportages qui donneront comme constat les films A través de la metralla, Escenas vividas en los frentes, en retaguardia. Mais c'est intéressant ici parler du commentaire reportaje de Movimiento Revolucionario en Barcelona de Mateo Santos en 1936, qui sera utilisé comme propagande anti-révolutionnaire de la part des franquistes à cause des séquences de l'assaut à des convents de Salesas et quand ils brûlent des momies de nonnes et de prêtres de ces convents. D'autres productions importantes sont l'Enterrement d'Urruti ou Aurora de Esperanza. Il y a aussi la production communiste, d'accord? On va voir d'abord un petit extrait de ces 2 minutes. La fecha de las libertades populares conquistadas a la reacción palmo a palmo, tras largas jornadas militares sin honor, se alza tronadora contra la República y contra los guerrilleros de la libertad. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Al pie de sus ametralladoras y cañones, con los fusiles listos para enviar mensajes de muerte a los enemigos de la libertad, los milicianos acechan en las barricadas. Camiones, autos, transeúntes han de detenerse a la voz de alto para que entre ellos no pueda deslizarse un fascista, un espía de la bestia reaccionaria. No solo los cuarteles, sino iglesias, conventos y edificios públicos convertidos en fortalezas abren el fuego contra el pueblo, dando con su criminal agresión, empujada por su odio frenético a las libertades, el más rotundo mentís a las doctrinas de amor y de concordia del Cristo que preside esos templos de la hipocresía y de la maldad, disimuladas bajo la máscara de la religión, por ellos escarnecida y violada. La ametralladora y el fusil tras los altares, tras las imágenes saturadas de liturgia y de incienso, impregnadas después de pólvora y de blasfemias. Todos esos lugares revestidos de santidad cayeron bajo el empuje de las masas encendidas de coraje y alumbraron con sus llamas el alba roja de que está tiñéndose el horizonte español. En este convento de las Salesas se hallaron momias de monjas y frailes martirizados. Donc, vous voyez, c'est justement ces images, d'accord, du convento de las Salesas qui ont été repris par les franquistes. Vous voyez les momies de nonnes dans les deux côtés de la porte de l'église, d'accord. C'était repris, comme je dis, par les franquistes et pour les montrer surtout au public français d'ailleurs, d'accord, pour aussi éviter
la rentrée du gouvernement français dans la guerre civile. On voit aussi la production communiste, d'accord, qui était renforcée par la tradition du constructivisme russe et les expériences surréalistes, d'accord, de Buñuel, qui donneront des films de propagande beaucoup plus subtils que ceux qu'on a vus et plus élaborés. D'accord, vous savez, par exemple, les actualités Espagnol Dia, qui étaient faites à Barcelone et distribuées par tous les pays, aussi par les studios Film Populaire. L'exemple le plus connu de films vers l'extérieur, vers le public français, c'est Espagne 1936 de Jean-Paul Dreyfus, qui avait justement l'objectif d'attirer le public français à la cause républicaine. On voit que c'est quelque chose de très important à l'époque. Avec ces mêmes propos, Buñuel charge à Malraux, André Malraux, le film d'espoir, traduit comme Sierra de Teruel en espagnol en 1945, d'accord, duquel il fera un roman d'ailleurs, et qui ne sera pas projeté jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a aussi les Brigades internationales qui avaient son espace filmique dans la production, par exemple, Defensa de Madrid, et on voit là-haut avec Ángel Villatoro. On met un petit extrait de film de Malraux, d'accord, 1936, excuse-moi, de Dreyfus, 1936. La jeune République se trouve immédiatement assaillie par de graves difficultés. En octobre 1934, une coalition des droites écrase le mouvement populaire des Asturies avec l'appui de la Légion étrangère des Marocains. Il y a un très mauvais son. De droite demeure au pouvoir jusqu'à la fin de la législature. Il y a un très mauvais son. Vous pouvez le voir sur YouTube, d'accord, Espagne 1936. C'est tout en français, comme je dis, parce que les propos, c'était de convaincre les publics français de la légitimité de la République espagnole. Donc, du coup, on a toute une histoire de la République depuis 1931, comme vous voyez, la capacité de mobilisation des groupes de gauche, mais aussi de droite. On vient de voir une affiche de la FEDA, la Confédération de Derechas Autónomas, avec Gil Robles. On a vu tout de suite aussi à Tarradellas, en tant que politicien de la gauche républicaine catalane. Et voilà, c'est un récit assez intéressant, assez passionné aussi sur ces années 30 et sur les origines du coup d'État raté de Franco de 1936 et le soutien aussi de la guerre civile. Et du côté de franquistes, à cause de la forte censure, l'espoir militaire des putschistes et la manque de professionnels produit des films beaucoup plus rigides et beaucoup plus prévisibles. D'accord? Le 5 août de 1936, la Oficina de Prensa y Propaganda est créée et mise en charge de la révision des publications écrites, images et spectacles réalisés à l'intérieur du territoire nationaliste, eux-mêmes s'appelaient nationalistes, d'accord, ainsi que l'adaptation au message rebelle. Les Departamento de Cinematografía est fondé en 1938 sous la direction de Manuel Augusto García Viñuelas, qui produit les actualités des noticiario espagnol, comme vous voyez là, et prédécesseur de Nodo, c'était les actualités pendant tout le franquisme, d'accord, et plusieurs documentaires. Les plus réussis, on va voir un extrait tout de suite, sera España Heroica,
1938 de Joaquin Reyes, qui est en réponse à ce film qu'on vient de voir, ou cet extrait qu'on vient de voir du film Espagne 1936 de Dreyfus, comme à travers d'un montage assez sobre, qui parcourait les lieux communs du franquisme. Donc, on va voir la religion, la patrie, etc. etc. Et c'est traduit la première essai sérieux de refléter l'idéologie franquiste dans un film. España fue siempre un país codiciado. Colocado en el mismo cruce de las más importantes vías históricas, fue con frecuencia víctima de diversos pueblos que asentaron en ella su pie en sus guerras de expansión imperialista. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, godos, árabes, llegaron a España para someterla y dejaron impresa en su suelo la huella de sus diversas civilizaciones. Mas la fuerza étnica del suelo español ha sido siempre tal que todos sus dominadores acabaron por ser absorbidos por España. Esa poderosa fuerza espiritual fue quien dio a la península ibérica el impulso que la lanzó a crear el imperio más grande que registra la historia. Hoy se nos salta el alma de dolor al recorrer los pueblos de esa España maravillosa, esos pueblos en donde todavía bajo la capa más humilde se descubren gentes dotadas de una elegancia rústica que no tiene un gesto excesivo ni una palabra ociosa, gentes que viven sobre una tierra seca en apariencia con suciedad exterior, pero que nos asombra con la fecundidad de los pámpanos y de los tríos. El 14 de abril de 1931, la monarquía española, que había sido instrumento histórico de ejecución de uno de los más grandes destinos universales, cayó porque había terminado su misión. La joven república se vio obligada a lanzar a la calle fuerzas de asalto y guardia civil para sofocar el ímpetu de protesta de las masas impacientes. El asesinato de Calvo Sotelo precipita la hora de una reacción que se creó conjurar con tan bajo recurso. Los dos campos que desde años venían dibujándose en España con rasgos cada vez más recios, ven llegado el momento decisivo y se lanzan a la calle, envueltos en la lucha más honda y cruel que registra la historia de España. Il y a aussi, et surtout aussi, des cinémas de fiction. Et ça, il faut être conscient. D'accord? Les cinémas de fiction étaient le cinéma préféré par le public aussi. Vous pouvez imaginer qu'en guerre, c'était aussi une manière de s'échapper de misère de la réalité de l'époque. Et si la fiction, dans la réflexion républicaine, on peut nommer Carne de Fieras, Rey Teruel, Aurora Esperanza, toutes faites dans les pays, les côtés fascistes fait ses œuvres les plus notables à l'étranger, d'accord? Voire dans l'Espagne nazie en particulier. Et FIFESA et la allemande Hispano Film Production feront 6 films en émulant les succès musicaux de la première moitié des années 30, d'accord? Avec Florian Rey, qui redirige un peu Argentina encore dans la canción de Axia, et Carmen de Triana, surtout. Dans une nouvelle version du mythe qui donnera sa carte de naissance à l'adjectif d'espagnolade. On parle d'espagnolade pour critiquer les films de ces réalisateurs, et surtout pour cette utilisation un peu stéréotypée de l'Espagne. ¡Báilate algo, Carmen! No, el que quiera verme bailar, que vaya esta noche a Triana a cazar boleros. Ya se ocultó la luna, luna lunera, ya abierto su velo.
tierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare. Alumbrando su clara los olivares. Alumbrando su clara los olivares. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como el picón. Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Vas a desear llevar mi piconero y un marsellí bordado de terciopelo, mare, y en el sombrero una cinta que dice por ti me muero. Ya viene el día, ya viene mare, ya viene el día, ya viene mare, alumbrando su clara los olivares, alumbrando su clara los olivares. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no, no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como el picón. Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Trae para acá. ¡Hala! Has cantado muy bien, Carmen. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Vino? Lo que tú bebas. Yo no bebo nada. Pero me gusta que los hombres beban. Entonces, vino de Jerez. Donc, on voit bien la qualité de ce type de film qui était produit à Berlin, d'accord, qui d'ailleurs était assez apprécié pour le propre Hitler, qui, on dit aussi qu'il y avait une espèce de débilité pour cette Imperio Argentina aussi. On voit cette réactualisation du mythe de Carmen, on voit les moyens techniques qui étaient assez importants. Il faut aussi penser que la plupart des cinémas républicains étaient détruits. Les franquistes, ils ont fait un archive assez important avec toute la production artistique républicaine, d'accord, même ils ont gardé à la fin de la guerre civile, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de manière un peu suspecte, ils sont tout détruits. Il y a eu un incendie dans les centres de collecte de tout ce type de films. Donc, ce qu'on a, c'est ces films faits à Berlin qui, comme on vient de voir, ils sont une qualité pas négligeable. Et, il y a aussi
Oui, ça a coupé. Ça a Vous coupé. entendez Après les films? Bah, quand vous avez cliqué sur le... Bah, il y a un truc, le petit un carré qui carré. s'affiche. Mais là, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Et comme je disais, il y a eu aussi des coproductions, ok, avec l'Italie fasciste, et notamment de la part de Garneville, d'accord, qui a fait des films en 1939, Santa Rogelia et Frente de Madrid. Il y a eu même des films italiens, faits de très bonne qualité d'ailleurs, faits en Espagne, comme Sin Novedad en el Alcázar, je me souvenais pas. Des films qui étaient doublés, étaient produits en même temps en italien et doublés même avec des acteurs différents. Il enregistrait les séquences deux fois, une avec des acteurs en espagnol et une autre avec des acteurs en italien, des acteurs principaux. Et, comme on vient de le voir dans la présentation, l'art de l'affiche pendant les années 20 et 30 vit un véritable essor de créativité et de diffusion grâce aux moyens de communication de masse et au progrès de cette reproductibilité technique des œuvres d'art qui disait Walter Benjamin. Et cette forme de communication visuelle immédiate et simplifiée, comme on le voit là, s'adaptait au langage de la guerre de manière particulièrement clair, bien plus que les formes traditionnelles de création plastique qui manquaient la diffusion et la portée suffisante pour toucher des couches sociales et avant tout de mobiliser des groupes grands de populations. Aussi penser qu'on est dans un moment où l'affiche commerciale devient clé avec la commercialisation de l'art. Il s'agit d'un moyen de communication bourgeois lié à l'essor de l'industrialisation, comme je dis, et du capitalisme à la fin du 19e siècle, et qui sera repris par les partis politiques des États autoritaires, les syndicats, les confessions religieuses, d'accord. Et du côté rebelle, du côté franquisme, on voit comme on va le voir tout de suite, il y a des thématiques qui se répètent: le nationalisme, la défense de la religion, la mobilisation, le culte aux leaders. Il faut tenir en compte aussi que la plupart des artistes étaient du côté républicain, même étaient des républicains convaincus. Donc du coup, l'Espagne franquiste se trouve avec un manque de professionnels clairs à l'heure de faire ces œuvres, ces produits culturels en général, d'accord. Et la plupart des matériels qu'ils utilisaient, c'était des matériels réquisitionnés à l'ennemi. Pourquoi aussi? Parce que les villes étaient pour la plupart républicaines. Donc, du coup, les moyens de produire étaient du côté républicain. L'Espagne fasciste a gagné a gagné position, surtout au début dans l'Espagne la plus rurale, en particulier en Castille. D'accord? La plus grande partie de la production s'était faite après-guerre. Oui, on voit dans ces affiches comme il y a ce type de sujets qui se répètent, les nationalismes, d'accord, un nationalisme exacerbé, un nationalisme aussi qui exclut la partie républicaine, qui exclut, on l'avait déjà vu pendant le 19e siècle, d'accord, avec les afrancesados. Il y a une certaine partie de la patrie qui ne fait pas partie de la patrie, ce qu'on appelle les anti-espagnols. D'accord. Et il y a du coup ce nationalisme excluant. Il y a aussi une défense de la religion comme une partie intégrante de la psychologie sociale des Espagnols. D'accord. Il y a aussi, bien évidemment, un appel aux armes de la partie des phalanges qu'on voyait, de la partie des requetés. Requetés, c'était les héritiers du carlisme qui, pendant la guerre civile, ont pris les côtés de Franco au début, bien qu'après, il y a eu des scissions, il y a eu des expulsions, etc., etc. Il y a aussi une volonté d'encadrement, de discipliner les partis déjà conquis. Pardon. On voit dans cette deux affiches, les Gloria a los Mártires del Requete Aragonés, okay, avec voilà, les drapeaux espagnols, la croix, évidemment, et la paz sociale, on le voit, la paz sociale, et on va, c'est indispensable
pour progresser dans la nation. Et il y a, et c'est clair, les courtes aux leaders, aux Franco. Okay? D'abord, il avait une espèce de concurrence avec Primo de Rivera, le fils de Miguel Primo de Rivera et le fondateur de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera. Une fois qu'il est mort, c'était quelque chose qui était assez convenant aussi pour Franco, a devenu le tout seul leader. D'accord, on le voit à droite là avec des affiches avec les svastikas, avec les drapeaux italiens, aussi des références à Kemal, à Mustafa Kemal. Okay, c'est assez important. Et il faut savoir aussi que, comme je dis avant, la révolution républicaine était basée dans les villes. Madrid, Barcelone et surtout Valence. Valence, ça va être un endroit important pour la production des affiches et des cinémas même aussi. C'était des villes assez importantes parce que toutes les industries, tous les laboratoires étaient là-bas. Et aussi, il y avait une mobilisation populaire positive, d'accord, qui n'était pas aussi soumise au pouvoir militaire du côté nationaliste putschiste. D'accord. On voit comme les thématiques, ils se rassemblent des fois avec cet appel à la mobilisation. Déjà, on voit aussi la différence de qualité des affiches. Oui. On voit aussi la demande de discipline. Pensez aussi que la plupart des gens qui luttaient du côté républicain faisaient partie des milices. Donc, du coup, ce n'était pas des militaires, ce n'était pas encadré la demande de discipline et l'ordre, vous voyez, républicain. Aussi, la discipline rentrait, par exemple, dans l'hygiène. Okay, parce que c'était une partie importante de la santé de l'armée républicaine, si on peut parler d'une armée républicaine pour la plupart de la guerre civile. Et il y a une importance claire sur les tâches d'arrière-garde, d'accord, la fortification, la production de biens, de nourriture, d'accord, et une appel et on voit très bien la comparaison avec les franquistes, les fascistes, un appel à la instruction. On le voit là, pas lire, fermer les yeux et l'esprit. Donc, soldats, lire, prendre l'instruction, que le livre, ça, ton meilleur ami, d'accord. La République, tout au long de son histoire, a fait un effort énorme, un des efforts les plus grands de l'histoire de l'Espagne, pour l'éducation populaire, pour l'éducation des peuples. On l'a vu la semaine dernière avec les initiatives comme la Barraca, les missions pédagogiques, d'accord, mais aussi l'inauguration des bibliothèques un peu partout en Espagne. Maria Moliner a fait un effort énorme à Valence, mais après aussi dans le reste du pays. Et aussi la préservation des musées, des œuvres d'art. D'accord. Il faut penser que les fascistes, et dans ce cas, les fascistes italiens, bombardaient les camions avec les œuvres d'art qui partaient vers l'exil. Il y a un film très, très intéressant qui s'appelle La Hora de los Valientes. Je peux vous l'écrire si vous voulez après. Je peux même, je pense, qui est dans... Vous pouvez le télécharger dans la liste que j'ai mise sur Moodle, La Hora de los Valientes, qui parle justement de ça, qui parle de la préservation des œuvres d'art du Musée del Prado. Et comme les fascistes, ils bombardaient les avions, les camions qui sortaient vers Valence avec les œuvres d'art. C'est assez intéressant. Et il y a bien évidemment une volonté de convaincre les Européens, les Français, les Anglais, d'appuyer la République, d'accord. Donc, du coup, il y avait aussi une grande production de ce type d'affiches, pas forcément politique, mais aussi de propagande de l'Espagne en soi, d'accord, d'une Espagne qui sera unie plus tôt ou plus tard. Et c'est ça qui est intéressant dans ce type d'affiches, pas forcément
politique pendant la République. D'accord? Il faut penser aussi que, par exemple, pendant ces années, on a à Paris l'exposition internationale, d'accord? L'expo. Et dans les pavillons de la République, on a montré pour la première fois les Guernica de Picasso, mais aussi des tableaux de Miró, aussi d'accord, une production culturelle assez importante pour montrer la cause républicaine et face à quoi il combattait les Espagnols. D'accord? Est-ce que vous pouvez écrire le nom du film dont vous avez parlé dans le chat? Ouais, les noms de films. Ouais. Alors, le chat. La hora de los. La hora de los valientes. Antonio Mercero. Antonio Mercero, on le verra plus tard, dans 2 semaines, je pense, est connu par des films plutôt familiers, des séries un peu naïves, on peut dire, mais et très, a fait des films incroyables comme c'est la Hora de los Valientes, ou encore un autre qui s'est moqué le double de Franco. Franco avait un double de fois pour assister à un sosie, et pour assister des fois à des inaugurations. Et les films de Mercero s'appelaient Espérame en el cielo. D'accord? Il a fait 2-3 films qui sont très de très bonne qualité. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste concernant la vidéo que vous avez mise sur le Moodle, il y a Ouais. des moments où vous parlez en même temps que des extraits et en fait on n'entend pas du tout votre voix. Parce que le son de la vidéo, il prend. Oui, mais je parlais très peu, je disais 2-3 choses. Oui, je me suis rendu compte en fait. Non, ne vous inquiétez pas. Mais franchement, je faisais référence à regarder à droite, regarder, c'était un deux choses. Ok. Mais pour la prochaine fois, oui, je ferai attention. Il y a aussi des moments de blanc, en fait. Du coup, personnellement, j'avais l'impression que c'était décalé. Il y a des moments où l'image reste figée et vous ne parlez pas. Du coup, j'avais l'impression que c'était décalé. Ok, bon, j'ai enregistré et on va voir si ça va bien se garder ou pas. J'ai enregistré.